Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Maurice Kamto, auditionné au groupement spécial d'intervention et d'opération à Yaoundé selon son porte-parole et un collège d'avocats déjà constitué pour défendre toutes les personnes interpellées dans le cadre des marches blanches initiées par le MRC, la répression violente de ces manifestations d'un parti de l'opposition et l'arrestation des leaders du MRC est-elle en train d'embarrasser le gouvernement? Vous suivrez dans ce journal comment les explications des autorités administratives laissent transparaître des contradictions et des zones d'ombre sur un agenda politique concernant l'arrestation des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et dans ce journal, vous suivrez Transparency International qui enfonce le clou sur le Cameroun. L'absence du respect des principes démocratiques plombe la lutte contre la corruption. Transparency International, dans son rapport, révèle comment il y a une forte politisation des organes de lutte contre la corruption au Cameroun, ce qui affecte leur capacité à lutter contre son fléau social. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les dernières nouvelles concernant le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, ancien candidat à l'élection présidentielle. Son parti politique annonce la constitution d'un collège d'avocats en vue d'assister toutes les personnes interpellées en lien avec la marche blanche. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, ce collège d'avocats est dirigé par Maître Swap et un point de presse est prévu ce soir dans son cabinet afin de faire le point sur les auditions qui se déroulent du côté de Yaoundé. Les auditions ont démarré dans les différents lieux de détention de ces personnes interpellées dans divers lieux du territoire camerounais et transférées à Yaoundé. L'audition du professeur Maurice Kamto s'est déroulée au GSO selon son porte-parole. D'autres auditions se sont déroulées au secrétariat d'État à la Défense, mais aussi dans une compagnie de gendarmerie située sur la route de Soa. Un point de presse prévu ce soir, je vous le disais, au sein du cabinet de Maître Swap du côté de Yaoundé afin de faire le point sur les auditions des personnes interpellées dans le cadre des marches initiées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et vous l'avez observé depuis la répression de ces manifestations de l'opposition et l'arrestation des leaders du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le gouvernement a multiplié les sorties médiatiques et de nombreuses contradictions apparaissent dans les déclarations des différentes autorités administratives pour expliquer à la fois ces arrestations, mais aussi pour incriminer le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans le cadre des casses effectuées dans les représentations diplomatiques en Europe. Quelles sont ces contradictions et les zones d'ombre qui entourent les différentes déclarations du gouvernement à cet effet? Élément de réponse avec Eric Martial Ndiomo. Depuis les événements de samedi dernier, la communication gouvernementale connaît de nombreuses contradictions. Au soir des marches réprimées de samedi dernier, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, avait déclaré au cours d'un point de presse qu'aucune balle réelle n'avait été utilisée par les forces de l'ordre. Son collègue de l'administration territoriale, le contredisant au cours du même point de presse, affirma plutôt qu'aucune arme à feu n'avait été utilisée par les forces de l'ordre. Dans son communiqué de presse du mardi 29 janvier, René Emmanuel Sadi attribue les actes de vandalisme sur les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin aux militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il est contredit par le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, Antoine Amadou, qui quant à lui attribue ces actes de vandalisme à des activistes dénommés la Brigade anti-sardinard de France. Il est à rappeler que les anti-sardinards se définissent comme des personnes qui s'opposent au régime de Paul Biya, contrairement aux sardinards, présentés comme des personnes qui soutiennent ce régime. Dans un communiqué attribué à la brigade anti-sardinard, ces derniers disent ne pas appartenir au MRC, rappelant au passage leur exaspération vis-à-vis du régime de Paul Biya. Toujours dans son communiqué de presse, le ministre Sadi fait savoir que les ambassadeurs de France et d'Allemagne au Cameroun ont été convoqués au ministère des Relations extérieures aux fins de recevoir une vive protestation du gouvernement camerounais relativement aux actes de vandalisme.
Un lexique inapproprié selon le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Selon lui, l'ambassadeur français à Yaoundé s'est entretenu comme il le fait régulièrement avec le ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il n'a donc été aucunement question de convocation. Tout ceci étale au finish de nombreuses incohérences dans la communication gouvernementale autour de la patate chaude que représente ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire MRC. Et le ministre des Relations extérieures a reçu ce jour en audience le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Le jeune Mbela Mbela a exprimé au nom du gouvernement camerounais sa vive protestation pour les manquements observés dans la protection de sa représentation diplomatique lors des casses effectuées le week-end dernier par des manifestants. Le ministre camerounais a demandé l'identification et le retour des auteurs de ces actes de vandalisme afin qu'ils répondent devant la justice camerounaise. Le ministre des Relations extérieures s'exprimait ainsi devant le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, reçu en audience chez le ministre des Relations extérieures. Évoquons à présent la réaction de la classe politique à la suite de l'arrestation des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le RDPC qui salue l'initiative prise par les autorités administratives de faire procéder à l'arrestation de Maurice Kamto et d'autres leaders du MRC, estimant qu'ils n'ont pas respecté les lois en vigueur au Cameroun. Un avis que ne partage pas le porte-parole de Maurice Kamto et d'autres universitaires qui redoutent une implosion sociale à la suite de la démarche musclée de la part du gouvernement. Réaction croisée dans ce reportage que signe plutôt Guy Zogo et Séverin Tchouban. Près de 24 heures après l'arrestation de Maurice Kamto et de son état-major, les réactions de la classe politique se font plutôt rares dans la capitale. Au sein du MRC même, il aura été impossible d'obtenir une réaction, aucun responsable ne se montrant disponible pour s'exprimer. Idem à l'Union démocratique du Cameroun, où l'on a estimé que seul Adamou Ndamjoya pouvait délivrer la position de son parti sur ces événements. Idem au parti Univers, où l'on a argué de devoir consulter avant toute déclaration, comme à l'UFP d'Olivier Billet. Seul donc le RDPC réagit à l'arrestation de Maurice Kamto et des siens en soulignant la gravité des actes posés. Il ne s'agit pas seulement de destruction, il s'agit aussi d'hostilité à la République, d'hostilité contre la République. Il s'agit d'insurrection, des faits qui sont prévus et réprimés par la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal au Cameroun. Pour le parti au pouvoir, il existe suffisamment de preuves sur les actes délictueux commis. Ces personnes ont donné suffisamment d'éléments sonores, audiovisuels, photos, vidéos. De son point de vue, peu importe qu'il s'agisse du deuxième à l'élection présidentielle, plutôt le parti au pouvoir souligne que sa responsabilité est grande. Le leader ou le deuxième à l'élection présidentielle n'est pas dispensé du respect de la loi. Au demeurant, je crois même que c'est le deuxième à l'élection présidentielle qui, précisément parce qu'il est deuxième à l'élection présidentielle, doit s'attacher à ce que les partis politiques, tous les partis politiques exercent leurs activités en respectant les lois que nous nous sommes librement données. Mais malgré tout, la position du MRC est connue sur ces événements, laquelle a été exprimée quelques heures avant les arrestations en son sein sur le plateau d'Equinox Télévision. Ce n'est pas la menace qui fera en sorte que ceux qui sont dans leur bon droit fuient devant les grands yeux ouverts du grand méchant voleur ou d'élection ou des libertés, sous peine d'être quelque peu tapé sur les doigts par lui, sous peine de prendre quelques balles, qu'il viendra dire a posteriori qu'il ne s'agissait pas de balles réelles, mais de balles d'autres formes, etc., de faire une sorte de concours de sémantique. Arriver dans une configuration aujourd'hui où la manifestation libre est interdite et réprimée, cela nous dessert. Les partis politiques, que ce soit aujourd'hui le MRC ou demain le SDF, ont une obligation d'encadrement de leurs militants. C'est extrêmement important pour que les mots d'ordre qui sont donnés puissent être respectés. Parce qu'au-delà de tout, un parti politique sert la nation. Au-delà de ces échanges aigres doux, Maurice Kamto et ses proches restent gardés au secret dans la capitale.
Et aux dernières nouvelles, selon le porte-parole de Maurice Kamto, le président du MRC a été auditionné au GSO à Yaoundé et un point de presse est annoncé ce soir dans le cabinet de Maître Swap qui dirige le collège d'avocats chargé de défendre toutes les personnes interpellées dans le cadre des marches initiées par le MRC le week-end dernier. Et évoquons à présent ce fait surprenant pour l'opposition, quelques jours après l'interdiction des marches initiées par le SDF et le MRC, l'autorité administrative vient de donner quitus à une organisation de la société civile afin qu'elle organise une manifestation publique à Yaoundé avec pour objet de dénoncer les marches initiées par le MRC quelques jours plus tôt. Cette autorisation servie à cette organisation de la société civile a suscité de vives réactions des acteurs politiques de l'opposition. Ils dénoncent une politique 2 poids 2 mesures de la part du gouvernement. Évocation et réaction à suivre dans ce reportage que signent Dallas Kana et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le 23 janvier 2019, Jean-Michel Nitieux, le régional du SDF dans le littoral, est à la tête d'une marche à Douala. Avec ceux qui l'accompagnent, il fait face à l'opposition de la police. La marche ayant été interdite par l'autorité administrative, qui n'a pas autorisé cette manifestation publique, dont l'objet était de dire non à l'impunité qui protège les responsables du scandale du retrait de la CAN 2019 que devait organiser le Cameroun. 3 jours après, le MRC lui emboîte le pas. La manifestation, elle aussi, rencontre l'opposition des forces du maintien de l'ordre. Cependant, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er a signé le 29 janvier dernier un récépissé de déclaration de manifestation publique pour l'organisation d'une marche le 1er février en réplique aux manifestations illégales organisées par un parti d'opposition dans certaines localités du Cameroun. Tel que mentionné sur la demande, la réaction de Jean-Michel Nitieux n'a pas tardé. Le régional du SDF dans le littoral dénonce le 2 poids 2 mesures. Je suis vraiment scandalisé. En 10 ans, j'ai déclaré 42 manifestations et j'ai essuyé 42 refus, c'est-à-dire 42 interdictions. Ça veut tout simplement dire que pour être sûr d'obtenir, n'est-ce pas, le droit de manifester, il faut chanter les louanges du régime. Le CPP a lui aussi régulièrement fait des demandes d'autorisation de manifestations publiques qui n'ont pas toujours trouvé un écho favorable auprès des autorités administratives. Nous sommes habitués de ce type de mesures à géométrie variable où on considère de la part des autorités administratives que manifester quand on est dans l'opposition, c'est dangereux pour le pays, et manifester en soutien aux responsables en place dans le gouvernement, c'est quelque chose qui construit. Nous pensons malheureusement que c'est une manière de voir qui contribue à renforcer la frustration, la colère et la défiance d'une partie de la population vis-à-vis des institutions. Nous pensons que ça ne résout pas, dans le fond, les problèmes qui sont soulevés. Militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Roland Djéou affirme que le droit de manifester étant garanti à tout citoyen, l'autorisation accordée à la manifestation du 1er février prochain à Yaoundé n'est pas ce qui pose problème, mais le refus catégorique des autorités administratives à reconnaître le même droit aux Camerounais qui souhaitent manifester pacifiquement. Leur mécontentement face à une situation. Nous sommes, nous autres, défenseurs des libertés, y compris de ceux qui veulent dire merci ou chanter des louanges. Donc, en ce qui me concerne personnellement, cette marche qui a été manifestement autorisée pour le 1er février, nous soutenons l'autorité administrative parce qu'il ne faut pas priver les gens de leur liberté de s'exprimer. Mais nous voulons que l'opinion publique retienne qu'effectivement nous sommes dans une situation de 2 poids 2 mesures. Nous sommes dans une situation où justement, s'il faut dénoncer, si même simplement la marche est organisée par un parti politique de l'opposition, peu importe que ce soit pour la dénonciation ou pour les félicitations, la marche sera systématiquement interdite. Pour les acteurs des partis politiques de l'opposition, il est urgent que les libertés conférées aux citoyens par la Constitution soient respectées. Au regard de la situation sociopolitique du Cameroun, un témoin vivant de l'histoire politique de ce pays ne cache pas sa déception. Sa Majesté Jean Ramos Soukoudiou, roi des Bamendjou, qui affirme que le Cameroun est sous régime oppressif et répressif depuis la colonisation
jusqu'à ce jour. Il a donné un entretien, il a accordé un entretien exclusif à nos reporters Jean-Paul Chouniat et Innocent Abega. Reportage. Du haut de son statut et sa stature, c'est l'une des rares figures emblématiques, sinon l'unique encore en vie, à avoir été acteur et témoin de la marche de la vie politique de notre pays, de ses luttes d'indépendance à nos jours. Le chef supérieur Bamendjou a vu se succéder à la tête du Cameroun l'administration coloniale française, les régimes successifs Amadou Ahidjo dès 1960 et Paul Biya depuis 1982. Sa Majesté Sokoundjou Jean Rameau résume tout ce parcours dans un sentiment de déception. Lorsque je me rappelle comment nous avions engagé la lutte, nous nous sommes opposés au renouvellement de la tutelle française au Cameroun depuis 1955. À ce regard, aujourd'hui, pour moi, c'est une déception parce que le Cameroun n'est pas géré tel que nous on aurait pensé. Pour le faux des Bamendjou, la démocratie clamée à corps et à cri dans notre pays est le fidèle prolongement de l'oppression, la répression et la dictature héritée des colons blancs. De quel indépendant s'agit-il si aujourd'hui le Cameroun n'est pas géré dans l'intérêt des Camerounais? Si on peut continuer encore à dicter, voilà, rien n'est démocratique au Cameroun. Sur le processus électoral, le doyen des chefs traditionnels de l'Ouest y voit une farce, mieux une duperie contre le peuple, dans le choix des tenants du pouvoir exécutif, législatif et les collectivités territoriales décentralisées. Reconnaissons quand même que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les Camerounais, même s'ils ne disent rien, ils ne se sentent pas libres. Parce que quand nous parlons des élections, qui peut se dire être élu par le peuple au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on a tout un système qui amène chacun à choisir ce qu'il ne veut pas? Donc là, on n'est pas libre. Et c'est là les causes de tous les mécontentements que nous avons dans le pays aujourd'hui. Face au chômage des jeunes, le difficile accès à l'eau potable et aux soins de santé, la misère ambiante, la corruption rampante, les détournements de deniers publics à grande échelle, l'inertie et le laxisme, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest font du Cameroun un véritable volcan en ébullition. Autant de mots appelant à un changement radical, martèle le roi Sokoundjou des Bamendjou. Il faut que ça change. Il faut que ce qui nous commande change pour que ça change. Il ne faut pas que ça change brutalement, que ça change pacifiquement. Il y a possibilité de changer pacifiquement. En tout temps et en tout lieu égal à lui-même, aime-t-il le répéter, Sa Majesté Sokoundjou Jean Rameau a toujours regardé avec méfiance et défiance l'administration coloniale française, les régimes Amadou Ahidjo et Paul Biya, depuis son accession au trône à la chefferie supérieure Bamendjou le 6 février 1953. Et cette absence de démocratie plombe les efforts de lutte contre la corruption au Cameroun. C'est le constat que fait Transparency International dans son dernier rapport sur l'indice de corruption. Le Cameroun est toujours classé à la 152e place. Le pays stagne depuis de nombreuses années et Transparency International révèle comment l'emprise du pouvoir exécutif sur les autres fragilise les instances de lutte contre la corruption au Cameroun. D'autres explications avec Donald Brice Kamgan. 152e avec 25 points sur 1. Le rang du Cameroun, dans le rapport 2018 de Transparency International, est le même qu'en 2017, avec la même note. Explication de Transparency dans son rapport publié mardi, la santé démocratique du Cameroun n'est pas au point. En détail, l'ONG allemande explique que l'ascendance du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs ne favorise pas un déploiement efficace des instances de lutte contre la corruption dans les pays mal classés comme le Cameroun. Logique donc, les recommandations de Transparency International sont entre autres le renforcement des institutions chargées du maintien de l'équilibre entre les pouvoirs, le soutien des organisations de la société civile, des médias libres et indépendants, le renforcement de la mise en œuvre de la législation sur la lutte contre la corruption. En Afrique, zone la plus corrompue d'après le rapport, de nombreux États font des efforts considérables, constate Transparency International. L'exemple du Botswana, pays africain le moins corrompu avec 61 points sur 100, le Rwanda deuxième avec 56 points sur 100. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est citée parmi les 15 pays du monde ayant significativement amélioré leur indice de perception de la corruption depuis 2012.
Dans le monde, le Danemark et la Nouvelle-Zélande sont les moins corrompus, alors que la Syrie et la Somalie sont au bas du tableau. Dans un tel contexte, comment relever le défi de relance de la croissance économique au Cameroun? La problématique était au cœur de la conférence annuelle des services du ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Sur les axes prioritaires de la politique économique en 2019, une feuille de route a été dressée pour les collaborateurs du ministre Alamine Ousmane Meh, que je vous propose d'écouter, le ministre de l'économie. Au plan stratégique, nous voulons regarder la phase 2 du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, tirant les leçons du passé pour mieux élaborer les différentes stratégies du futur. Nous voulons dans ce cadre relever le rôle principal du secteur privé porteur des initiatives de création de richesses et d'emplois. Et l'État va jouer son rôle de facilitateur, de régulateur et d'investisseur stratégique. Il s'agit de transformer notre démarche stratégique en matière de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution de ce budget et de suivi. Au plan opérationnel, il nous faut aussi changer de paradigme, dans ce sens que les attentes de nos populations, même si nous avons bien entendu une croissance qui demeure résiliente, cette croissance doit se ressentir au niveau des populations, dans leur vécu quotidien. Cela passe par des investissements structurants. Mais ces investissements, ils doivent être réalisés dans les délais impartis, au coût les plus abordables et la qualité requise. La qualité de la dépense est au cœur du changement structurel que nous voulons. Cesser d'importer ce que nous pouvons produire et les produire sur la base de nos ressorts économiques en privilégiant le soutien aux filières prioritaires, à nos champions nationaux et en mettant en exergue la préférence nationale en matière de consommation. Et dans le quotidien des populations, les difficultés d'accès à l'eau potable se posent avec acuité, notamment à Yaoundé, au regard des dysfonctionnements et des retards criards accusés dans les projets d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé. L'expertise italienne a été sollicitée pour aménager des points d'eau dans certaines banlieues de la cité capitale. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Voilà l'eau du Cameroun. Regardez comment ça coule. L'accès des populations à l'eau potable demeure un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. Non seulement la demande est largement supérieure à l'offre, et il y a également que la qualité du liquide, qui coule souvent des robinets, laisse à désirer. Voyez-vous, il y a une semaine, j'ai vu des gens plusieurs à Yaoundé à partir des bâches posées au bord de route. Ça n'honore pas notre pays et en plus de cela, ça ne rassure pas sur la qualité. Nous avons là une grande opportunité de relever l'offre en eau potable dans notre pays pour améliorer les conditions de vie des populations. On ne peut pas comprendre que nous sommes dans un pays qui a un fort potentiel hydrologique et que les populations n'aient pas la possibilité d'avoir de l'eau potable. Fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Italie, le groupement d'intérêt économique Kemtoji se propose d'alléger les souffrances des populations en facilitant leur accès à l'eau potable. C'est l'une des retombées de la visite que le président de la République a effectuée en Italie en mars 2017. Dans la région, nous avons eu beaucoup de problèmes pour la réalisation des forages. Cette année, nous avons plus de 100 forages encore à réaliser. Si sur 100 forages, nous sommes sûrs d'avoir des sociétés qui peuvent travailler et réaliser bien ces forages, ce sera une bonne chose pour la région. Parce que quand on donne le forage, il manque des équipements. En plus du relèvement de l'offre en eau potable, un point d'honneur va être mis sur le transfert des technologies dans le domaine de l'hydraulique. Voilà qui donne une nouvelle coloration aux relations camerouno-italiennes. La coopération économique entre les deux pays est devenue l'axe principal de nos relations diplomatiques. Notre but, c'était de développer la coopération et surtout de développer le transfert du know-how, donc du savoir-faire italien au Cameroun. Et des initiatives économiques comme ça nous donne vraiment l'occasion d'assurer le transfert de know-how aussi pour la façon particulière dont les Italiens travaillent au Cameroun. Les populations ont soif. L'Italie se met aux côtés du Cameroun pour l'aider à étancher cette soif. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Voilà l'eau du Cameroun. Regardez comment ça coule. Des Camerounais victimes de la lèpre
est victime d'une exclusion sociale. Le constat est fait à Ebolova, dans la région du Sud. Là-bas, les populations stigmatisent les malades atteints de la lèpre. Pourtant, des campagnes de sensibilisation sont menées tant bien que mal afin de pouvoir les intégrer dans la société. Reportage Roger Takala, Warren Zede et Xavier Foka. Au moins 150 pays dans le monde sont encore ravagés par la lèpre. Chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas sont dépistés, dont 5% chez des enfants de moins de 15 ans. En raison des traces ou des séquelles visibles de la maladie, les malades de la lèpre ou les anciens malades continuent de se retrouver face à toutes sortes de stigmatisations qui incluent l'exclusion, le rejet et de ce fait le chômage. Vulnérables, les malades de la lèpre appellent toute la société à l'aide. Nous souhaitons pouvoir bénéficier d'un appui permanent des pouvoirs publics et de toutes les personnes de bonne volonté pour le suivi médical et l'entretien des malades de la lèpre. Célébré sous le thème « Zéro nouveau cas enfant », la 66e édition de la Journée mondiale de la lèpre vise à amener les pays à atteindre l'objectif visé par l'OMS, qui est de moins d'un cas de lèpre pour 10 000 habitants. C'est dans ce cadre et à la faveur de la célébration de l'édition 2019 de cette journée mondiale, qui s'est célébrée le dernier week-end du mois de janvier comme à l'accoutumée, que les malades et anciens malades de la localité d'Engalan à Ebolova, région du Sud, ont reçu des dons divers. Rappelons qu'il n'y a pas à ce jour de vaccin contre la lèpre, mais il existe un traitement par polychimiothérapie. Les obsèques du chef Bangou ont suscité de vives tensions au sein de cette communauté située dans la région de l'Ouest. Quelle est la paume de discorde? Comment l'autorité administrative a-t-elle arbitré ces mésententes et batailles pour la chefferie dans cette communauté située à l'ouest du Cameroun? Reportage avec Leclerc Sakem. Les obsèques de Sa Majesté Tayo II Marcel, décédé le 16 novembre 2018, n'ont pas été un long fleuve tranquille à Bangou, région de l'Ouest du Cameroun, ce lundi 28 janvier 2019. La première partie s'est déroulée sans problème. Quelques minutes après que les potentiels héritiers du trône aient commencé à esquisser des pas de danse au rythme des tambours et autres instruments traditionnels, l'un d'eux est arrêté. Une partie de la foule exulte. On a un chef! Tu discutes quoi? On a un chef! Tu discutes quoi? Malheureusement, cela est de courte durée, puisque l'ordre sera donné aux princes et princesses de continuer de danser. Les notables Bangou vont jeter leur dévolu sur le réélu du jour, Arnaud Chimbu Tayo, âgé de 31 ans. Il est étudiant de 3e année à la faculté d'agronomie et de sciences agricoles de l'université de Tchang. Le chemin a été semé d'embûches, mais à toutes les étapes, nous avons prôné la paix. Nous pensions que nous devions terminer toutes ces cérémonies dans la paix. Malgré quelques soubresauts que nous avons vus, nous pensons que tout s'est très bien passé. Parce que, selon la tradition, c'est le collège des notables, les 7 et les 9, qui attrape le chef, si je peux le dire ainsi. Et c'est ce qui a été fait. Un frère, un prince n'attrape pas un prince. Donc le prince est attrapé. C'est le prince Tino Tayo Arnaud, qui est en ce moment entre les mains des notables. Il est dans la forêt sacrée pour les premières utilisations. Donc pour vous, l'incident de tout à l'heure est un non-événement? C'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Et je vous prie, les Bangou, de vivre dans la paix. Je vous supplie de ne pas prêter le flanc à la guerre, parce que la guerre ne paye pas. Vous êtes en train de célébrer des grands hommes. Tout pouvoir vient de Dieu et c'est une victoire pour tout le peuple. Bangou, le roi est mort. Vive le roi. Il passera 9 semaines traditionnelles au lac Kem. Il est à noter que les restes du roi Kemayo, décédé en exil, ont été ramenés au Cameroun et enterrés au panthéon des défunts rois Bangou. Les pouvoirs publics sont-ils indifférents aux cris de nombreuses familles
résidente à Mokolo, à l'extrême nord du Cameroun. Là-bas, près de 40 000 enfants ne disposent pas d'acte de naissance et risquent de ne pas composer le CEP, le certificat d'études primaires. La commune de Mokolo s'est mobilisée tant bien que mal afin de pouvoir donner des actes de naissance à près de 5 000 enfants et près de 35 000 d'entre eux sont encore sans acte de naissance. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Ils peuvent chanter, célébrer parce qu'ils viennent de recevoir un document capital pour la poursuite de leurs études. Leur acte de naissance, délivré pourtant plusieurs années après leur naissance. Le document indispensable dans la constitution des dossiers d'examen va permettre aux 5 000 bénéficiaires de présenter leur certificat d'études primaires et leur concours d'entrée en 6e. Je suis très contente. Merci, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je veux continuer mes études. Cette année, même l'année prochaine, les camarades n'avaient pas les actes de naissance, mais cette fois-ci, ils ont eu les actes de naissance. Merci beaucoup. Je m'appelle Kodji Konai. Je fais l'école publique de Jamaï. Merci à l'association qui nous a fait l'acte de naissance. Que maintenant, je dépose l'entrée en 6e et le CEP. L'initiative est de la commune de Mokolo et son service social, qui vole ainsi au secours de nombreux parents dans l'incapacité d'entamer des démarches pour l'établissement de l'acte de naissance de leurs enfants, faute de moyens financiers. Alors, l'association a remis des actes de naissance aux bénéficiaires, aux élèves de cette école qui n'avaient pas d'acte de naissance. Alors, je ne peux que dire merci. Merci à cette association. D'abord, merci à la commune. Merci à la commune et merci à cette association d'avoir établi des actes de naissance à ces enfants. Mais il faudrait que ces gestes soient élargis, qu'ils aillent dans toutes les écoles parce que dans la communauté de Tchouvouk, nous avons plusieurs écoles. Nous avons plusieurs écoles publiques, nous avons des écoles privées, nous avons des écoles des parents. C'est les élèves du primaire et du secondaire. La plupart des élèves n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas d'argent pour déposer le dossier de CEP pour les filles démunies et même les garçons, les jeunes garçons démunis. Donc on fait les sélections école par école et on voit les critères de vulnérabilité des élèves et on les prend en charge. On va se battre encore pour qu'on rehausse nos activités des affaires sociales. Toutefois, cette action apparaît comme un coup d'épée dans l'eau, puisque 35 000 autres enfants dans la région de l'extrême nord espèrent eux aussi bénéficier de pareilles initiatives pour enfin avoir leur acte de naissance. Dans l'escale internationale, aux États-Unis, le bras de fer a duré près d'1 mois entre la chambre basse du Congrès américain et le gouvernement fédéral. Le service a bel et bien repris au sujet du budget alloué à la construction d'un mur devant empêcher les Mexicains de se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Le président Donald Trump qui continue de menacer les parlementaires américains s'il n'obtient pas des moyens financiers conséquents pour mener à bien son projet. Des démocrates qui s'y opposent. Ambiance sociopolitique, le climat sociopolitique tendu à Washington. C'est un reportage avec nos correspondants à Washington, Bruno Kemayou et Guillaume Choupo-Saphir. Entre le Congrès et le gouvernement américain, le torchon brûle. Le rêve des campagnes du président Donald Trump de bâtir un mur pour empêcher l'intrusion des Mexicains aux États-Unis est brisé par les membres de la Chambre des représentants en majorité, constitués des démocrates. Résultat des courses, le gouvernement américain a observé un arrêt de ses activités pendant pratiquement 1 mois, à savoir du 22 décembre 2018 au 28 janvier 2019. Le Congrès et le président n'ont pas pu s'entendre sur, n'est-ce pas, une demande spécifique du président américain, le président Donald Trump, par rapport à la construction d'un mur, n'est-ce pas, d'un mur d'environ 370 km sur la bordure avec le Mexique. Et donc la chambre basse qui est détenue par
Les démocrates aujourd'hui, sous la présidence de Nancy Pelosi, n'est pas d'accord pour financer ce projet. Et donc, le président a décidé que tant que ce n'est pas fait, n'est-ce pas, le gouvernement ne sera pas ouvert. Lundi 28 janvier 2019, tout est rentré dans l'ordre. Les activités ont normalement repris au sein du gouvernement américain. Les administrations ont ouvert leurs portes et la capitale Washington a retrouvé son effervescence habituelle. Mais les conséquences de l'inactivité du gouvernement américain sont énormes. L'impact est significatif sur plusieurs plans, sur le plan, n'est-ce pas, des recettes fiscales, n'est-ce pas, c'est un grand manque à gagner. Sur le plan humain, c'est-à-dire que les employés de l'État fédéral, n'est-ce pas, ne peuvent pas être payés, ne vont pas être payés. Et donc, alors, pour être plus clair, on évalue environ 800 000 le nombre d'employés de l'État fédéral qui ne vont pas aller au travail. L'économie américaine va perdre environ 86 millions de dollars par jour. Vous imaginez, ce qui revient après calcul sur les 34-35 jours à environ 3 milliards de dollars de pertes. Les parcs ont été fermés. Il y a certaines agences qui ont fonctionné à ralenti. Il y a les services secrets et tout qui n'ont pas pu être payés, mais devraient, n'est-ce pas, aller au travail parce que c'est leur devoir, le sachant exactement que, n'est-ce pas, cela, ils recevront, n'est-ce pas, cela plus tard. Pendant la période de fermeture des administrations, certains employés du gouvernement au chômage et sans salaire ont été soutenus par les dirigeants de leur contrée. C'est le cas de Montgomery dans l'État de Maryland. La reprise du travail étant provisoire, le président Donald Trump, tout menaçant, donne 3 semaines à la Chambre des représentants pour satisfaire son ambition. Autrement dit, il usera de tous les moyens qui lui sont conférés par la Constitution pour agir. Rien n'est prévisible avec ce président, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il annonce, il dit, à travers ses tweets et à travers ses interviews télévisées, que le gouvernement va être ouvert jusqu'au 15 février. Et donc, il donne une période de 3 semaines environ au Congrès de pouvoir, n'est-ce pas, lui donner ces 5,7 milliards de dollars qu'il demande pour la construction, n'est-ce pas, du mur. Alors, si ce n'est pas fait, il menace de pouvoir convoquer l'état d'urgence, qui lui donne donc le plein pouvoir pour pouvoir construire son mur en prenant de l'argent dans le budget de la défense. Aux États-Unis, les jours à venir s'annoncent difficiles entre le Congrès et le gouvernement. Après un mois de silence avec des conséquences notoires sur l'économie américaine, les activités ont effectivement repris au sein du gouvernement. L'on s'interroge sur la décision qui sera prise dans 3 semaines par le président américain Donald Trump. Ici, la Maison-Blanche à Washington, la capitale des États-Unis, Bruno Kemayou, Guillaume Tchoupo-Safir pour Equinox Télévision. Et en sport football, une nouvelle date est programmée pour les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 après le kick-off manqué du week-end dernier. Les premiers matchs doivent se jouer le 2 février prochain. C'est la conclusion d'une nouvelle réunion de crise qui s'est tenue au siège de la Fédération camerounaise de football. Rodrigue Ngassi et Ike Cyril. Au terme d'une énième réunion de crise tenue à la Fédération camerounaise de football, le général Pierre Semengue l'annonce comme une victoire. La saison démarrera bel et bien sans la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'Assemblée générale a été fixée au 28 février par la Ligue. Donc on ne me parle plus de préalable. Initialement prévu les 26 et 30 janvier, les premières journées des championnats Ligue 1 et Ligue 2 se disputeront le même jour, samedi 2 février 2019. Nous relançons le football samedi 2 février par 2 matchs qui devaient effectivement lancer la compétition, à savoir la Ligue 2 à 14h et la Ligue 1 à 17h. Canon et Panthère joueront en levée de rideau pour le compte de la Ligue 2. Edin Sport de la Lekié et Young Sport Academy de Bamenda joueront ensuite pour le compte de la Ligue 1. Les présidents de clubs acceptent finalement de revoir leurs prétentions à la baisse. On avait un minimum de réclamations quant à la compétition, quant à la régularité de la compétition. À partir du moment où ces demandes ont été satisfaites, honnêtement, nous n'avions plus rien
il n'y avait pas de raison de continuer à rester statique sur nos positions. On pourrait parler d'un aboutissement heureux avec à la manœuvre la FECAFOOT via la commission ad hoc mise sur pied pour réfléchir aux problèmes de la LFPC. Ces travaux se sont déroulés dans un climat exceptionnel, au-delà de toute espérance. Les différents acteurs du football, la Ligue de football professionnel, les clubs représentant les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, sous l'égide de la fédération, tous ces acteurs ont su faire preuve d'un sens très élevé du devoir. À l'issue des championnats qui vont finalement démarrer le 2 février prochain, les mécanismes de relégation en Ligue 2 et d'accession en Ligue 1 restent ceux prévus par les textes de la FECAFOOT. Toujours dans ce chapitre football, le torchon brûle chez la Panthère du Ndé. Une crise managériale entre Chantal Lewat et Jules-François Famawa risque de compromettre l'engagement de ce club mythique de football dans les compétitions organisées par la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel pour aplanir les divergences de vues entre les deux parties en conflit au sein du club. La FECAFOOT vient de confier la médiation de cette crise à l'un des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Il s'agit de Gilbert Kadi, membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Il est désormais le médiateur chargé de veiller à un règlement consensuel de la dite crise et faciliter l'engagement de la Panthère du Ndé aux compétitions de la saison sportive 2019. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi à cet effet. Il en ressort que la gestion provisoire de ce club est confiée à la Société Panthère Sportive du Ndé SAS. Les deux parties en conflit acceptent également de présenter à la fin de la saison sportive 2019 une association régulièrement constituée et reconnue par la FECAFOOT. Protocole d'accord signé par Chantal Lewat, signé également par Jules-François Famawa et le médiateur Gilbert Kadi au nom de la Fédération camerounaise de football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.